Et si Emmanuel Macron était contraint, obligé d'augmenter les impôts? On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, évidemment, ce n'est pas son dessein, ce n'est pas son objectif. Il veut baisser les impôts, il l'a répété. L'objectif de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de cette trajectoire à venir de nos finances publiques. On est aujourd'hui, alors avec le surcroît de recettes fiscales confirmé par Bercy, on sera à 5% du déficit public fin 2022. C'est pas extraordinaire, mais il n'y a rien de dramatique non plus. Alors, faisons un calcul. Mon calcul personnel, c'est un peu au-dessus de 5, mais on ne va pas chipoter sur quelques dixièmes. Moi, j'étais plutôt à 5,5, mais enfin, bon, Bruno Le Maire nous dit que c'est 5. Les services du ministère des Finances ont des moyens d'analyse que n'ont pas les économistes des entreprises. Donc, si on est à 5% de déficit public cette année, on a quand même toujours un objectif qui a été réaffirmé par le gouvernement français. C'est 3% en 2027. À la fin du quinquennat. C'est 3% à la fin du quinquennat. Et c'est raisonnable de se donner cet objectif parce que il y a quelque chose d'un peu technique mais qui est extrêmement important. C'est la BCE est en train de mettre en place un dispositif qui va éviter toute spéculation sur les dettes des pays périphériques européennes. C'est un arsenal anti-fragmentation. Voilà, ça s'appelle anti-fragmentation. L'essence de ce mécanisme, c'est que les écarts de taux d'intérêt entre l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Allemagne ne vont plus bouger. Ce qui veut dire que les politiques... Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de spéculation, plus de crise des dettes, etc. Ça veut dire aussi qu'il faut des règles budgétaires parce que sinon, si vous êtes un pays périphérique, si la BCE vous assure contre toute hausse des taux d'intérêt, votre intérêt, c'est de faire un énorme déficit public. Oui. Donc, la décision de la BCE nous impose de retrouver des règles budgétaires. Donc, partons du principe... Qui pour l'instant sont suspendus jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais partons du principe qu'à la fin du quinquennat, en 2027, on aura à nouveau des règles budgétaires et qu'effectivement, elles nous imposeront un déficit public de 3% du PIB. Le saut de 5% en 2022, le déficit public à 3% en 2027, c'est 2 points de PIB, c'est 50 milliards. C'est 50 milliards. Mais dans le même temps, sur la même période, les intérêts sur la dette publique vont augmenter. Partons de l'idée que le taux d'intérêt de la France, qui est aujourd'hui autour de 2%, qui était négatif il y a un an, sera de l'ordre de 3% à moyen terme. Hypothèse raisonnable. Hypothèse raisonnable, avec une inflation plus forte, une BCE qui agit plus contre l'inflation, l'arrêt du quantitative easing, enfin voilà, donc 3%. Quand on passe de 0 à 3, donc c'est 3 points de plus, mais on ne passe pas de 0 à 3, on passe de un peu plus de 1 à 3, parce que 1, c'était le taux d'intérêt apparent sur la dette, quand on était à un niveau de taux d'intérêt extrêmement bas en 2020. Et donc, c'est à nouveau 50 milliards de plus, qui est la hausse des intérêts qu'on va devoir payer sur la dette publique. Ce qu'on appelle le service de la dette. Voilà, les intérêts. Et en plus, il y a les 200 milliards de dettes qui sont indexées sur l'inflation, et dont le paiement des intérêts indexés sur l'inflation coûte une quinzaine de milliards. Et tout ça mis bout à bout. Et tout ça mis bout à bout. Alors, la dette publique n'est renouvelée qu'au bout de 8 ans, donc c'est plus que 5 ans. Donc j'arrondis pour faire simple, tout ça mis bout à bout fait que pour ramener le déficit public total de 5 à 3% du PIB, compte tenu de la hausse des paiements d'intérêt sur la dette. C'est plus 50 milliards. Ça fait 50 plus 50. 100 milliards. Ça fait 100 milliards de réduction du déficit public hors intérêt sur la dette, ce qu'on appelle le déficit public primaire. Alors je ne me bats pas à 5 milliards près, c'est l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards. Ce qui nous oblige, encore une fois, on sera obligé, parce qu'on peut faire 100 milliards, ça fait peur, c'est une rare violence, 100 milliards d'euros, c'est 4 points de PIB. C'est 4 points de PIB en 5 ans, les Américains viennent de faire 5 points de PIB en 1 an. Donc on voit des choses encore. Comment ils ont fait les Américains? Ils ont complètement coupé toutes les dépenses publiques aux ménages pauvres, aux petites entreprises, etc. Et ils ont fait baisser de 5 points de PIB en 1 an le déficit de l'État fédéral. Donc c'est faisable, la preuve. Bon, mais c'est quand même pas sympathique du tout comme perspective, parce que dans le même temps, on a plein d'idées pour faire davantage de dépenses publiques. Ah oui, la transition énergétique. La transition énergétique, la nouvelle industrie, la hausse des salaires des profs, l'hôpital, etc., la défense, enfin, donc on a plein d'idées. Donc il y a une question... L'équation, Patrick, est impossible. L'équation est terrible. Elle est insoluble parce que 100 milliards d'euros de baisse, donc 100 milliards d'euros de baisse, déficit budgétaire primaire, 100 milliards d'euros de baisse du déficit budgétaire primaire, alors qu'on a plein d'idées pour faire des dépenses, et comment échappe-t-on à ça? Alors il y a 3 pistes. La première piste, c'est qu'on va bénéficier d'un supplément important de croissance, parce que les entreprises vont faire des investissements de productivité, parce qu'on va investir dans les compétences, parce que la numérisation de l'économie accélère la croissance.
honnêtement, ce n'est pas du tout ce qu'on voit en ce moment. Au contraire, en ce moment, on a des gains de productivité qui sont négatifs, en particulier parce que la durée du travail recule, hein. Donc pour l'instant, on n'a pas ça, mais ça peut être un espoir. Parce que je pense que c'est l'espoir du gouvernement, de dire qu'ils vont faire des politiques pour l'industrie, pour les nouveaux secteurs de... On ne peut pas se raccrocher totalement. Et voilà. Mais bon, honnêtement, 5 ans, ça va vite quand l'année 1 est déjà terminée, quoi, pratiquement. Ouais. Hein. Donc c'est assez douteux qu'on puisse baser tout ça sur la croissance. Mais la deuxième piste, c'est qu'on va renoncer à des dépenses. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les dépenses de transition, qu'on ne va pas faire les dépenses pour l'industrie, qu'on ne va pas augmenter tant que ça les salaires des profs et qu'on n'aura pas d'argent à mettre dans tous les projets nouveaux qu'on pourrait avoir. Bon, ça, c'est difficile à croire aussi, parce qu'il y a quand même un vrai engagement, et puis ces dépenses sont justifiées. Payer mieux les profs, d'ailleurs, il y a plein de choses qui ont déjà été annoncées et qui ne seront pas réversibles, hein. Mettre de l'argent dans l'hôpital, mettre de l'argent dans l'industrie numérisée, mettre de l'argent dans la filière hydrogène, l'aéronautique, et puis les besoins de la défense, hein, qui vont être plus élevés. Donc on ne voit pas comment on renonce à ça. Donc il reste la troisième piste qui est la plus pénible, c'est d'augmenter les impôts. D'augmenter les impôts, d'augmenter les impôts. De quel ordre et de 4 points de PIB. De 4 points de PIB. C'est pas possible. Alors, d'autant plus qu'il y a quelques impôts qu'on veut continuer à baisser. Bon, on veut continuer à baisser les impôts de production, ce qui est d'ailleurs une bonne idée, puisqu'il est quand même assez bien démontré que les impôts de production ont des effets très négatifs sur l'emploi et sur l'investissement. Pardon, je reviens sur François Hollande. Le matraquage fiscal, c'était combien? C'était en milliards, c'était quelques dizaines de milliards? Oui, mais non, c'est monstrueux. 100 milliards, c'est... Alors, d'autant plus que, quand vous dites monter les impôts, d'abord, la pression fiscale de la France est déjà la plus haute de tout l'OCDE. Et deuxièmement, on ne peut pas le faire sur tous les impôts. On ne va pas remonter les impôts des entreprises. En tout cas, ni les cotisations sociales, ni les impôts de production, on vient de les baisser. On ne peut pas faire marche arrière. L'impôt sur les sociétés, ça se débat plus, parce qu'honnêtement, il n'y a pas de preuve empirique que la baisse de l'impôt sur les sociétés a des effets aussi positifs que ça sur l'économie. Alors que c'est très clair pour les cotisations sociales ou les impôts de production, par exemple. La TVA, c'est la consommation en direct, vous n'avez pas envie de toucher la TVA. Les cotisations sociales des entreprises, on l'a dit, c'est l'emploi en direct. Donc il reste finalement les impôts des ménages, hein, donc l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales des salariés. Oui, mais il a dignette, le président, pas de hausse d'impôts. Oui, le président a dignette, mais alors comment il fait? Alors j'oublie d'ailleurs une autre piste, mais qui ne me paraît pas non plus accessible, qui est de faire d'énormes gains d'efficacité dans l'appareil d'État. C'est-à-dire de réduire la dépense publique, pas en sacrifiant des dépenses utiles, mais en faisant d'énormes gains de productivité, comme ceux qu'a fait le ministère des Finances, par exemple, ou ceux qu'ont fait d'autres pays. Simplement, là, on n'a pas beaucoup de temps, quoi. Je veux dire, c'est dans les 4 prochaines années, et des gains de productivité dans l'appareil d'État, c'est toujours associé à la modernisation de l'appareil d'État, à la numérisation, et ça met énormément de temps. Et ensuite, les gains de productivité, ils se font au rythme des retraites des fonctionnaires, quoi. Donc, on le voit en tout cas, Patrick, hein, l'équation budgétaire pour le gouvernement est excessivement compliquée. Après, il reste l'idée, même si ce sera difficile à vendre à nos partenaires européens, de laisser filer le déficit. Oui, mais j'y crois pas. Et puis, c'est pas qu'une question de contrainte. C'est dans un monde à 0% de taux d'intérêt. Aucun problème. Vous faites exactement la dette publique que vous voulez. Dans un monde à 3% de taux d'intérêt, c'est déjà plus du tout la même chose. La dette publique, elle devient chère. Et donc, si vous la laissez filer, vous laissez filer aussi les intérêts sur la dette et vous êtes dans un cercle vicieux. Un point de hausse des taux d'intérêt, c'est 40 milliards d'euros d'intérêt en plus sur 10 ans, au bout de 10 ans. Un point de hausse des taux d'intérêt, la dette publique, c'est un peu moins que ça, c'est 3 000 milliards d'euros, c'est une trentaine de milliards, je dirais. Ouais, au bout de 10 ans. Non, la Banque de France avait montré que c'était 40 milliards au bout de 10 ans de plus. Bon, bref, en tout cas, on y est. Je pense que c'est plutôt 30, mais bon. Mais oui, mais surtout, c'est une boucle où, quand vous avez plus d'intérêt sur la dette, c'est le calcul qu'on vient de faire, vous avez moins d'argent pour le reste, hein, si vous voulez rester solvable. Et donc, plus les intérêts sur la dette montent et plus vous avez donc de dette, moins vous avez de marge de manœuvre budgétaire pour le reste. Et donc, moi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on évite scrupuleusement de poser la question aujourd'hui, parce que dans nos esprits, on est toujours dans un environnement de taux d'intérêt zéro. Mais cette question va se poser. Mais ce n'est plus vrai. On n'est plus dans un environnement de taux d'intérêt zéro où cette question ne se posait légitimement pas. Et donc, cette question va assez vite se poser. Bon, voilà. La réponse, ça ne va pas être facile. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus. Merci, David.